Voici encore aujourd'hui sur notre plateau des patriotes pour parler pays, pour défendre bien entendu notre pays. Merci de la confiance, chers membres, et que vous continuez à témoigner à notre égard. Nous voici encore. En tout cas, merci. Ça va droit au cœur à chaque fois lorsque vous nous écrivez. Ça va droit au cœur à chaque fois lorsque vous nous appelez. Et quand nous échangeons, nous interagissons, nous nous complétons davantage, ce qui nous permet généralement et à chaque fois de revenir autre jour avec autant d'éléments afin d'aider les autres aussi à comprendre ce qui se passe dans notre pays. En tout cas, merci. Merci de cette confiance. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions, mais vous savez, le principe actuellement, c'est au début de l'émission, toujours compatir au malheur de nos frères et sœurs dans la partie est de notre pays, où ils sont entre les mains des Rwandais. À ce moment, ils passent des moments très difficiles, comme nous savons le dire, ils n'ont plus la liberté. Toutes les libertés leur sont privées. Aujourd'hui, ils vivent l'esclavagisme pratiquement sous la domination rwandaise. Et de ce fait, nous ne pouvons jamais fermer nos bouches. Nous allons les dire de temps en temps. Voilà pourquoi nous savons, en tout cas, implorer l'effort de chacun. Partout où nous pouvons nous retrouver. Pensons à nos frères qui sont en train de passer des moments difficiles. Des moments très, très difficiles. Et vous savez, ils ont tout vu, ils continuent à voir des actes de cruauté impossibles. Des assassinats, de massacres, de viols, de toutes sortes. Ils ont des souvenirs inoubliables dans leur vie. Pourquoi? Simplement parce que le Rwanda a pris la décision de le soumettre dans cet état. Nous devons savoir de temps en temps démontrer le caractère dangereux du Rwanda. En tout cas, merci, chers membres. Nous avons quelques questions. La première va concerner le point de vue, sinon l'intervention de Ferdinand Kambere. Il est le secrétaire permanent du PPRD qui estime que les autorités refusent de reconnaître la gravité de la situation. Il y a une crise dans le pays. Ah, donc lui, c'est maintenant qu'il comprend qu'il y a une crise. Quand Tshisekedi parlait de la crise, où il citait même les individus dont son autorité morale, ici, Joseph Kabila, lui ne croyait pas. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il y a la crise. C'est une bonne chose. Mais c'est sa chute qui va vous étonner parce que lui parle de la rébellion. Il ne comprend pas qu'il s'agit de l'agression. C'est là où il pose mal le problème et il comprend très mal le problème en même temps. Son intervention nous a intéressés parce que ça va nous aider à pouvoir expliquer davantage ce que nous avons comme problème au pays. J'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas effectivement le problème en question. Alors, à travers son intervention, nous allons aborder cette problématique, chers membres. Nous avons souvent les Congo de Joseph Kabila qui a posé au moins cette condition pour participer au dialogue. Mais la première question qui arrive brutalement, c'est de savoir qui a besoin d'eux pour participer au dialogue. L'inclusivité, c'est un concept que nous avons beaucoup insisté ici, revient sur les 7 conditions qu'ils ont eu à poser. Et conditions ou questions importantes que nous allons aborder aussi avec vous, chers membres. Nous irons au Bénin parce que ce cas nous sert d'exemple. L'ancien président du Bénin, Patrice Talon, aujourd'hui est élu comme premier président du Sénat du Bénin. Quelques jours après son départ de la présidence. Quel exemple pour l'Afrique! Quel exemple pour le monde! Quel exemple pour Joseph Kabila! Question importante. Il y a autre avis qui nous a énervé, c'est le point de vue du général rwandais Jonas Nyazarambu, qui lui estime que, tout en encourageant bien entendu ses frères et sœurs Banyamulenge, lui les considère comme ses frères et sœurs, et pourtant lui c'est un Rwandais. Il dit: les sols sur lesquels vous habitez vous appartiennent certainement. Et nous allons balayer
toutes les saletés, les immondices qui occupent librement Goma, Bukavu, Uvira, Masisi. Et nous irons jusqu'à Kinshasa, où habite la première saleté du Congo qui voulait briguer un troisième mandat. Ça, c'est cracher sur les Congolais. Moi, je ne sais pas, vous qui soutenez ces gens, lorsqu'ils tiennent de tels propos, je ne sais pas comment vous, dans votre fond interne, vous vous sentez quand vous vous regardez. Ce propos, nous allons l'analyser. Parce qu'on ne peut pas. Si c'était les Congolais qui parlent ainsi contre les Tutsis, le monde entier allait s'enflammer. Mais quand les Tutsis parlent contre les autres, je me souviens à l'époque de Ndombasi, notre ancien ministre des Affaires étrangères. Les propos qu'il avait tenus à son temps contre les Tutsis, mais l'ont valu des punitions. Mais quand les Tutsis disent ainsi contre les Congolais, personne ne fait allusion. On trouve normal. On nous appelle saleté, on nous appelle immondice, on trouve normal. Et par la suite, vous allez vous dire, je suis Congolais, mais je soutiens le mouvement rwandais contre mon pays. C'est très déplorable. Alors, merci, chers membres. C'est autour de ces questions que nous allons échanger, mais nous avons quelques informations. Avant tout, nous avons quelques informations, chers membres. Et la première, nous avons appris hier que Emmanuel Shadari et Obeminaku seraient transférés à l'auditorat militaire après plus de 200 jours de détention. Humblement, nous avons tenté de vérifier l'information, mais on ne l'a pas eu. Peut-être après ici, on peut avoir d'autres précisions sur la question. Si s'avérait que c'est vrai, donc nous aurons compris alors qu'ils sont reprochés pour avoir commis des actes sur la sûreté de l'État. Et pourtant, ils sont civils. Ça veut dire que le degré de la complicité est prouvé qu'ils étaient en intelligence avec les militaires qui sont ici, en intelligence, les militaires qui trahissent, bien entendu, en intelligence avec ceux qui sont accusés d'avoir pris les armes contre le pays. Et voilà, aujourd'hui, ils ont commencé d'abord par être détenus et finalement être transférés, pas ailleurs, mais à l'auditorat général. Alors, nous allons revenir prochainement pour creuser cette question lorsque nous aurons tous les contours de l'information. La deuxième information, Kabambari n'est pas occupé par le M23. Une fausse vidéo circule actuellement. Vous avez vu un monsieur, on appelle face à la foule et puis il parle. Regardez même la vidéo. Là, il est en train de parler, tout ça. Et parce que c'est dans l'ère politique de toujours informer de fausses informations, faire paniquer l'opinion. Et voilà, ils ont récupéré une telle vidéo. Ils ont donné l'impression comme si Kabambari, dans le Maniema, est déjà occupé. Et là, c'est la première réunion de M23. Cette information est totalement fausse, chers membres. Le gouverneur de Maniema a fixé l'opinion quant à ce, il a été clair, aucun village de Maniema à ce stade n'est occupé par les agresseurs. Et hier, nous vous avons dit qu'ils ont cette capacité, cette stratégie d'avancer des choses comme ça, simplement pour décourager l'opinion et faire croire qu'ils avancent véritablement. La troisième information, c'est les vaches qui ont été volées par les éléments de M23 vers Kavumu. Nous sommes dans le sud Kivu et ces vaches ont été remises aux propriétaires via les Wazalendo. Parce qu'on avait crié, on avait dénoncé
C'était honteux à la face du monde. Et ils l'ont fait d'ailleurs, même lorsque, à l'époque, ils sont arrivés à Kinshasa ici. Les belles véhicules des Mobutistes ont été ramenés à Kigali. Même avec l'actuel M23, lorsqu'ils sont entrés à Goma, à Bukavu. Mais toutes les belles voitures, c'est ramené à Goma. Enfin, ramené à Kigali. Et voilà, et finalement, beaucoup d'animaux d'ailleurs ont déjà été aussi amenés à Kigali. Mais seulement pour cette fois-ci, par honte, j'imagine, aujourd'hui, ils ont remis ces vaches aux propriétaires via les Wazalendo. Merci, chers membres. Merci de la confiance. Alors, la première question d'analyse en rapport avec le propos de Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire permanent du PPRD, qui estime que les autorités refusent de reconnaître la gravité de la situation. Il y a une crise dans le pays. La crise est profonde, confirme-t-il. Je ne sais pas quel jour le président de la République finira par reconnaître publiquement que le pays est en crise et qu'une partie du territoire est occupée par une rébellion. Là, c'est Ferdinand Kambere qui tient un tel propos. C'est un ami, oui, mais je le considérais trop à son temps. Depuis un certain moment, je ne sais plus comprendre maintenant la pertinence de ces expressions, de son raisonnement, ou de ses raisonnements, que je mette ça au pluriel. Je comprends que c'est lui qui ne comprend pas la gravité de la question, la gravité de la crise même. Qu'il tienne les mêmes propos qu'il dise à Joseph Kabila, un ancien président de ce pays, qui lui dise, monsieur l'ancien président, est-ce qu'il vous arrive de comprendre la gravité de la crise que le pays traverse aujourd'hui? Vous, comme ancien président de la République, qu'est-ce que vous proposez pour que nous ne puissions pas continuer à subir une telle humiliation par les Rwandais? Lui ne va pas dire par les Rwandais. Pourquoi? Parce que ici, Kambere et Ferdinand ne comprennent pas que nous sommes agressés. Kambere et Ferdinand ne comprennent pas que nous sommes agressés. Lui parle plutôt de la rébellion au lieu de dire ou de parler de l'agression. Il parle de la rébellion. Le Congo aujourd'hui est agressé. Il s'agit de l'agression. Cela a été prouvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers ses résolutions. L'accord de paix que nous avons signé avec le Rwanda à Washington, c'est établi, c'est clair. Même en Suisse, dans les organisations des droits de l'homme, il est clairement établi ainsi. C'est comme ça qu'on demande de temps en temps au Rwanda de retirer ses militaires du sol congolais. C'est comme ça qu'on parle de temps en temps du respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on parle de temps en temps du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Si c'était une rébellion, ça veut dire un conflit à l'interne, on ne parlera pas du respect de la souveraineté de la RDC. On ne parlera pas du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. On ne parlera pas de retrait des militaires rwandais du sol congolais. Mais c'est clair. Et voilà, lui, qui pense que le président de la République ne comprend pas la gravité de la crise. Donc, supposez que lui comprend, mais curieusement, il parle de la rébellion. Ça veut dire qu'il ne comprend pas. En d'autres termes, il est dans une posture de soutien au M23 et à Joseph Kabila qui est accusé de temps en temps. C'est ça, en d'autres termes, c'est ce qu'il veut dire. Mais, parlons-en. Combien de fois Tshisekedi a eu à dire cela à haute voix? Le pays est agressé. Un matin, il va citer Kagame clairement. Un autre matin, il va citer Joseph Kabila clairement. Un autre matin, il a eu à dénoncer autant de fois. Et voilà, lui aujourd'hui pense que Tshisekedi ne le dit pas. Sinon, on ne serait pas à Washington pour signer l'accord avec le Rwanda. Sinon, on n'irait pas à Doha pour discuter avec le M23. Sinon, on ne déposerait pas de plainte
à la Cour internationale de justice. Tshisekedi, c'est celui qui, à chaque intervention, à chaque prise de parole en public, dénonce l'agression rwandaise. Cite nommément les gens, entre autres Paul Kagame, entre autres Joseph Kabila, qui l'accuse d'être en intelligence avec le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est lui, le géniteur de l'AFC M23. Il a tout dit. Et voilà, Kambere aujourd'hui pense que Tshisekedi ne le dit pas et ne parle pas en public sur de la question plutôt de la gravité de la crise en République démocratique du Congo. Alors, M. Kambere, mon ami, ne parlez plus de la rébellion dans le contexte actuel. Parlez plutôt de l'agression rwandaise. À ce moment-là, nous qui vous aurons suivis, nous pourrons vous donner raison et nous dire maintenant il est du camp de la patrie pour défendre le pays contre l'agression rwandaise. La deuxième question d'analyse. Vous savez, le président de la République a proposé le dialogue. Alors, l'opposition a salué ce pas du chef de l'État. Beaucoup également ont apprécié l'initiative du président de la République. Mais il a insisté sur un fait. Dialogue, oui, dans le contexte du Congo, en respectant les institutions du pays. Mais quoi de plus normal? Voilà aujourd'hui, sauvons le Congo de Joseph Kabila. Pose cette condition. Et pourtant, déjà le président de la République avait déjà exclu aussi Joseph Kabila. Parce que il a été établi aussi à travers même des sanctions contre Joseph Kabila qu'il est en intelligence avec le Rwanda contre la RDC. Et ça c'est grave. Il a été démontré que c'est lui le géniteur de l'AFC et M23. À partir du moment où on échangeait déjà avec l'AFC et M23, donc lui ne peut plus être concerné. Alors, nous disions à son temps, l'inclusivité ici ne veut pas dire l'unanimité. Ici, l'inclusivité, c'est avec des gens qui pensent qu'il faut combattre le Rwanda. Ils se coalisent, ils échangent pour avoir la même lecture de l'agression que subit le pays aujourd'hui. Mais on ne peut pas avoir cette lecture commune en étant avec Joseph Kabila, je ne crois pas. Parce qu'il est de l'autre côté. Il aura une autre lecture. Et voilà, déjà, le secrétaire permanent de son parti parle de la rébellion liée de parler de l'agression. Alors, quelles sont ces conditions qu'ils ont posées? La première condition, pour eux, il faut un dialogue réellement inclusif organisé dans un pays tierce. Ah non! Pascal veut expliquer ici. Si à son temps, en 2002-2003, nous nous sommes retrouvés à Sun City, c'est parce qu'on n'avait pas les institutions légitimement élues. Vous allez vous rendre compte qu'après qu'on ait organisé les élections de 2006, les élections de 2011, les élections de 2018 et les élections de 2023, prenons le temps de Kabila par exemple, aucun dialogue n'a été organisé en dehors du pays. Nous avons eu les concertations nationales. En 2013, Joseph Kabila a insisté que tout se fasse dans le respect des institutions et ce dialogue ne peut pas être organisé en dehors du pays. Nous aurons le dialogue de Kodjo en 2016 et finalement nous aurons le dialogue de Saint-Sylvestre en 2016 toujours. Non, 2017. On n'est jamais sorti des institutions. On n'est jamais sorti du pays. Et voilà, à son temps, c'était bien que tout soit fait dans le respect des institutions et au pays, mais aujourd'hui, lui propose que ça se fasse en dehors du pays. Ah non, c'est pas sincère. 2. Examen sans tabou
des causes profondes de la crise. Ah non, cette expression, elle est rwandaise. Les causes profondes dont les Rwandais évoquent de temps en temps, c'est pour chercher à démontrer comment les Rwandais sont les originaires des terres de la partie est de notre pays. Et qu'ils cherchent à avoir ces terres. Et ça, c'est pour eux la vraie cause qui fait que on connaisse des problèmes. Au-delà de la question des FDLR qu'on a eu à mentir et les gens depuis longtemps. La cause profonde, ou les causes profondes, dont ils évoquent de temps en temps, c'est par rapport à ça, à la quête des terres sur le sol congolais. Qu'on soit du côté Minembwe, qu'on soit du côté Bukavu, qu'on soit du côté Goma. C'est la démarche rwandaise aujourd'hui. Vous ne pouvez pas de temps en temps revenir sur leurs expressions, cause profonde, cause profonde. Mais qui ne connaît pas la vraie cause de la guerre aujourd'hui? La cause de la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est parce que les Rwandais veulent exploiter les minerais, exploiter d'ailleurs les minerais de la République du Congo et veulent avoir des terres. Est-ce que pour ça on doit encore expliquer aux Congolais, parler de causes profondes? Quelle cause profonde encore? Troisième condition, le caractère souverain et contraignant de ces résolutions. En son temps, de Joseph Kabila, tout était dans le respect des institutions. Et le président était au-dessus. Toutes les résolutions devaient maintenant être transmises au président de la République pour appréciation et pour application. Il pouvait prendre une ordonnance, bien sûr, mais c'est lui qui en décide au dernier ressort. Qu'on parle des concertations, qu'on parle de dialogues que nous avons eu en 2016 et 2017. Oui. Quand c'est pour l'autre, alors voilà aujourd'hui. Et les autres tenaient les mêmes propos la fois passée, lui ne savait pas les écouter. Et vous aurez compris que les concertations nationales ont été organisées sans la participation de l'UDPS. Cela n'avait pas empêché à Joseph Kabila d'avancer. Même si aujourd'hui, souvent les Congos étaient absents et qu'on organise le dialogue, on va aussi avancer. Quel est le problème? Quatrième condition, l'abandon de tout projet référendaire sur la Constitution avant son ouverture. Mais moi je me posais la question. Vous voulez respecter la Constitution, mais vous ne savez pas respecter les décisions de la justice, les arrêts de la plus haute cour de notre pays. Je ne sais pas. Et mais une chose et son contraire en même temps. Ici, ce débat est déjà acté par la plus haute cour de notre pays. Aujourd'hui, le président de la République ne peut pas aller aussi en guerre contre la Cour constitutionnelle. Il peut ne pas promulguer, mais la loi sera d'application. Il peut ne pas promulguer, le président peut ne pas promulguer. Mais du fait qu'il s'agit de la décision de la Cour constitutionnelle, cette loi sera d'application. Cinquième condition, des mesures de description politique, notamment la libération des prisonniers politiques. Ah, ça c'est la chanson de chaque jour. Sixième, la levée des interdictions visant certains partis, le retour des exilés et la dissolution de la milice Force du Progrès. Je ne comprends pas aujourd'hui le débat sur force du Progrès. Qu'est-ce que cette Force du Progrès fait vraiment en réalité? Hein? On la place vraiment au premier plan, là, je ne comprends plus. Tout tourne autour du Force du Progrès. Bon, de la Force du Progrès plutôt. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est n'importe quoi. La mise en place des mécanismes de suivi international. Ah. Mais lui, lorsqu'il organise des dialogues, il n'a pas voulu que l'application des dispositions issues du dialogue soit suivie par une quelconque organisation internationale. Alors, voilà pour l'autre, lui estime qu'il faut que ce soit
cela soit fait ou soit suivi par une organisation internationale qu'ils auront choisie. Alors ils complètent, ils disent: aucun dialogue organisé sous l'autorité de Tshisekedi ne peut être crédible. Alors, il le désigne comme le principal protagoniste de la crise. Vous êtes des malades, en fait. Vous êtes des malades. Le protagoniste principal de la crise de la République démocratique du Congo s'appelle Corneille Nangaa, s'appelle Joseph Kabila. Là, je ne cite pas d'abord le Rwanda. Mais ces gens sont malades alors lorsqu'ils ne comprennent pas que ce sont eux qui sont responsables. S'il y a des morts, des crimes, de massacres commis en République démocratique du Congo, les premiers responsables sont ces gens que nous citons ici. Mais Tshisekedi peut être responsable en vertu de quoi? Pour avoir fait quoi? Vous prenez les armes contre le pays. Vous violez la Constitution. Vous qui prétendez être Congolais. Et vous dites, bon, bien qu'on ait pris les armes, nous n'avons rien fait, c'est Tshisekedi qui est problème. Vous avez pris les armes, vous êtes pardonnable. Et lui, qui défend le pays, il n'est pas pardonnable. Quel genre de logique? Non, simplement vous êtes malade. Voilà, ce sont là les conditions avancées par souvent les Congo de Joseph Kabila. Vous auriez compris là où le problème se pose, chers membres. La troisième question d'analyse. Joseph Kabila aurait dû s'inspirer du comportement du président du Bénin, Patrice Talon, pas longtemps président. Aujourd'hui, il est à la tête du Sénat. Mais c'est comme ça qu'on doit gérer le pays, en fait. C'est pas parce qu'on a été président de la République, c'est qu'on a cessé d'être homme ordinaire. Maintenant, on est au-dessus de tout le monde. On ne peut plus assumer d'autres fonctions. C'est fini. Lui, c'est la présidence ou rien. C'est comme certains qui font l'opposition aujourd'hui. Bon, je ne sais pas, le combat qu'il mène, vous allez vous poser la question, tous se battent pour devenir président. Sans ça, en tout cas, non. Mais c'est quoi ça comme affaire en République démocratique du Congo? Voilà, au Bénin, Patrice Talon accepte d'aller comme sénateur et finalement président de cette chambre. Quelle élégance! Quelle élégance! Est-ce que ça ne peut pas nous arriver, nous aussi? Il y a l'autre qui m'a dit, Pascal, à travers votre micro, est-ce que vous ne pouvez pas dire au président public Tshisekedi de s'arrêter ici en 2028 et puis c'est tout? Bon, c'est une question que nous allons aborder demain, samedi, à vous de pouvoir apprécier. Bon, est-ce que Tshisekedi n'a pas dit qu'il ne va pas partir en 2028? Il n'a jamais dit ça. Il avait simplement dit, si le peuple décide que je sois encore candidat, je pourrais. Le peuple ne peut décider que par voie référendaire jusqu'à la preuve du contraire. Cela n'est pas arrivé. Donc, Tshisekedi est dans la dynamique de respecter ce qui est consigné dans la condition jusqu'à la preuve du contraire. Mais cette question, nous allons l'aborder demain. Nous aurons un conseil aussi à prodiguer au président de la République qui ne tombe pas dans l'erreur de Joseph Kabila en 2017-2018. Qui ne tombe pas dans cette erreur-là. S'il faut proposer un dauphin, par exemple, il a l'intention de partir, qu'il le fasse aussi à temps. Mais avec tactique, bien entendu, et nous allons aborder cette question demain, samedi. La dernière question d'analyse, c'est une question qui fâche, chers membres. Cette question nous fâche. Excusez que j'écrive ça, tolérez, parce que
C'est quoi la question? Il y a un général rwandais du nom de Jonas Nyazarambu qui tient ce propos. Lui rassure à ses frères. Il considère les Banyamulenge comme ses frères. Et alors que nous considérons les Banyamulenge comme étant au Congo, donc des Congolais. Mais moi, parce que je suis considéré les Banyamulenge comme des Rwandais. Que les sols sur lesquels vous habitez vous appartiennent certainement. Nous allons balayer toutes les saletés et les immondices qui occupent librement Goma, Bukavu, Uvira, Masisi. Et nous irons jusqu'à Kinshasa où habite la première saleté du Congo qui voulait plutôt briguer un troisième mandat. Et là, il s'adresse au président de la République. Et il crache sur tous les Congolais. Chers Congolais, est-ce que nous pouvons être fiers d'entendre de tels propos d'un général rwandais qui considère les Congolais comme des saletés, des immondices? Abdoulaye Ndombassi, à l'époque des musées Laurent Désiré Kabila, tient un pareil propos contre les Tutsis. Il a été sanctionné sévèrement, il ne pouvait pas quitter le pays. Parce que simplement il était congolais, on ne pouvait pas parler ainsi contre les Tutsis. Nous entendons à longueur de journée les propos tenus par les responsables rwandais, particulièrement les Tutsis ici, contre les Congolais. Personne à l'international n'a eu à les interpeller, même pas une fois. Nous autres ici, lorsque nous osons parler contre les Tutsis, contre les Rwandais, on nous dit, bon voilà, il faut éviter ceci, il faut éviter cela. On trouve anormal. Mais quand c'est eux, alors on trouve normal. Pourquoi ça doit être ainsi? Un tel propos lancé à la place publique pour déconsidérer les Congolais comme ça sont des saletés, sont des immondices. Jusqu'à considérer notre président de la République comme première saleté. Et que les Rwandais se battent maintenant pour balayer tout ça. En prenant Goma, en prenant Bukavu, en prenant Uvira, en prenant Masisi, en prenant toutes les villes de la République démocratique du Congo jusqu'à Kinshasa. Vous qui êtes avec ces gens, vous qui collaborez avec ces gens, lorsque vous entendez de tels propos, entre nous, vous dites quoi? Êtes-vous à l'aise? Voilà, chers membres, vous n'allez pas entendre une quelconque condamnation, ni de la France, ni des États-Unis, ni du Conseil de sécurité des Nations Unies, nulle part. Et ça va passer comme ça, ce n'est pas n'importe qui, il s'agit d'un général, s'il vous plaît. Alors, vous, Ferdinand Kambere, vous allez dire, nous sommes en rébellion, la crise est ceci, tout ça, c'est Tshisekedi. Mais quand les Rwandais vous disent clairement ainsi, vous ne comprenez pas que c'est un plan contre le pays. Non, non, vous comprenez correctement d'ailleurs. Simplement parce que vous êtes dans la dynamique de ce complot contre le pays. Et en fait, vous êtes très mauvais. Vous êtes très, très mauvais. Merci, chers membres. J'aimerais qu'à travers vos interventions, à travers vos messages, à travers vos appels, vous puissiez nous dire, est-ce que nous méritons être déconsidérés de cette façon par les Rwandais? Non seulement qu'on les tue, non seulement qu'on nous met dans des conditions difficiles aujourd'hui, on parlait de ici, nos frères et sœurs dans ces partis occupés, on parle de liberté, non seulement qu'on nous massacre, et voilà, ils commencent à cracher sur nous de cette façon. Ils commencent à nous considérer comme des saletés. Ils commencent à nous déconsidérer de cette manière et nous considérer comme des immondices. C'est à cause de vous, les Nanga, à cause de vous qui collaborez avec eux, qui les appuyez. Aujourd'hui, un Rwandais ne sait plus considérer un Congolais. C'est très déplorable. En tout cas, merci, chers membres. C'est par
ce propos des dénonciations que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci de la confiance que vous continuez à témoigner à notre égard. On se voit demain. Et ne quittez jamais votre espace. Soyez toujours branchés. N'allez jamais ailleurs. Merci. Au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.